Il était une fois, dans la ville animée de Lagos, une femme nommée Tolani. C'était l'organisatrice de mariage la plus populaire de l'État, mais personne ne savait à quoi elle ressemblait. Le mystère qui entourait la marque Tolani ne la rendait que plus désirable, tel un mythe auquel les mariés voulaient adhérer. Plus elle était invisible, plus sa présence devenait puissante. Tout le monde rêvait d'un mariage Tolani, même s'il n'avait jamais rencontré la femme qui se cachait derrière cette magie. Elle était connue sous le nom de Master Planner, et les clients la réservaient des mois à l'avance. Certains, même des années, témoignaient de la confiance et de la demande qu'elle suscitait en elle. D'autres, ils ont déboursé des sommes exorbitantes juste pour obtenir une date avec elle. Aucune plainte, aucune négociation. Tout ce qu'ils voulaient, c'était que Tolani organise leur mariage, et ils étaient prêts à tout pour que cela se réalise. Tolani se démarquait des autres. Sa créativité était exceptionnelle et son esthétique époustouflante. Les fournisseurs qu'elle utilisait toujours étaient les meilleurs des meilleurs. Tolani était le choix des célébrités. Pour beaucoup de futurs mariés, elle n'était pas seulement une organisatrice. Non, elle était un rêve devenu réalité. La femme qui rendrait leur journée si spéciale et parfaite. Mais derrière tout ce faste et ce glamour, Tolani cachait quelque chose de sombre. Quelque chose qui faisait sursauter de terreur tous les couples qui l'utilisaient. Tolani était une perfectionniste qui s'assurait que tous ses clients obtenaient le mariage de leurs rêves. Elle avait toujours une règle que ses clients n'avaient d'autre choix que d'accepter. Tolani ne rencontrait jamais ses clients en personne. Elle ne leur parlait jamais au téléphone, ni ne leur permettait même de la contacter directement. Toutes les communications devaient être effectuées par l'intermédiaire de son représentant, M. Kola. Personne ne savait avec certitude à quoi ressemblait Tolani, et le mystère qui en résultait rendait la chose si intrigante, car tout ce qui importait aux gens était d'avoir Tolani comme organisatrice de mariage. Chaque mariage qu'elle organisait devenait viral, et les gens profitaient de la publicité que cela leur procurait. Un jour, une jeune femme nommée Cheta a contacté le bureau de Tolani pour la réserver pour son prochain mariage. Cheta est une personnalité médiatique montante, intelligente, élégante et appréciée du public. Ses fiançailles venaient de faire la une des journaux et Finn s'extasiait déjà sur le déroulement de son mariage. Alors, bien sûr, elle voulait le meilleur. Et pour elle, le meilleur, c'était Tolani, la Wedding Master Planner. Comme d'habitude, elle ne s'adressa pas directement à Tolani. Un homme se présentant simplement comme M. Kola s'occupa de toutes les communications. Il était ferme, formel et très strict. Il lui envoya un contrat avec des instructions écrites en gras et en rouge stipulant que Cheta n'était autorisée à aucun moment à parler ou à rencontrer l'organisatrice. Toutes les décisions étaient définitives, car Tolani ne tolérait aucune forme d'ingérence. Cheta a d'abord hésité, mais ses amis lui ont dit que Tolani en valait vraiment la peine. À contre-cœur, elle signa le contrat et les préparatifs commencèrent sérieusement. Tout se passa comme magie et Cheta ne put contenir son enthousiasme. Les plans de décoration étaient impeccables et les exemples de photos qui lui ont été envoyés étaient éblouissants. La liste des fournisseurs pour son mariage ressemblait à celle d'un magazine de luxe et Cheta et son marié Hugo ont été très impressionnés. Cependant, l'idée de ne pas connaître l'organisateur ne convenait pas à sa mère, qui lui disait qu'aucune mariée ne devrait confier son mariage à un fantôme. « Ma fille, ton mariage est un événement si spécial et délicat à confier à une femme que personne ne connaît. » Sa mère avait du mal à comprendre pourquoi une femme aussi puissante que Tolani refusait d'être vue en public. « Ma fille, si une personne a peur de montrer son visage, elle cache soit sa honte, soit quelque chose de mal. » Mais Cheta en a ri, sachant à quel point sa mère pouvait être spirituelle. Elle a essayé de convaincre sa mère de ne pas s'inquiéter, en lui disant qu'il s'agissait simplement d'un marquage au fer rouge. Tout le monde se tourne vers la maternité numérique. Avec ou sans visage, cette femme sait ce qu'elle fait et a prouvé qu'elle était capable de gérer ce mariage. Cheta dit à sa mère, qui ne pouvait se résoudre à accepter l'explication que sa fille lui avait donnée. Mama Cheta ne pouvait pas se débarrasser du malaise qui grandissait dans son esprit. Son instinct avait toujours raison, et au fil des années, elle avait appris à ne jamais ignorer les murmures dans son esprit. Alors, sans le dire à sa fille Cheta, elle a décidé de rendre visite à Tolani. Elle est arrivée à son bureau et a rencontré M. Kola, qui l'a informé que Tolani n'était pas disposée à recevoir des visites publiques.
La mère de Sheta a essayé de la forcer, mais Monsieur Kalu a appelé la sécurité et elle a été expulsée du bureau comme une nuisance. Elle est arrivée chez elle, inquiète de ce qu'elle avait vécu. Se pourrait-il que son instinct ait eu raison? Se demanda-t-elle, tandis que des frissons lui parcouraient l'échine. Alors qu'elle était assise là, confuse, sa fille Sheta est entrée pour l'informer que son futur mari, Hugo, venait de lui acheter une voiture. Elle était tellement excitée, mais sa mère n'avait pas l'air excitée du tout. « Tu dois dire à l'organisatrice du mariage d'arrêter, dit-elle à Sheta, qui fronça les sourcils, et dit à sa mère de ne pas se donner de l'hypertension pour rien. « Tu t'inquiètes pour rien, dit Sheta à sa mère, qui la supplia de l'écouter. « Je suis ta mère et je ne te tromperai pas, ma fille. Cette Tolani, je ne lui fais pas confiance. Pourquoi aucun de vous ne l'a-t-il jamais rencontrée? Cela ne te dit-il pas que quelque chose ne va pas ?» Sheta adressa à sa mère un sourire rassurant. « Maman, tout est dans ton imagination. Tous les couples dont elle a planifié le mariage sont toujours ensemble et heureux. Personne n'a jamais divorcé. Alors maman, détends-toi et profite du processus avec moi. C'est tout ce que je veux que tu fasses, maman, dit-elle à sa mère, qui resta assise, les doigts serrant fermement son emballage, tandis que ses yeux se dirigeaient vers la fenêtre. « Ma fille, as-tu pris de tes nouvelles récemment ?» demanda-t-elle à Sheta, qui lui apprit que Tolani avait organisé le mariage de ses collègues il y a 9 ans. En fait, c'est elle qui m'a recommandé Tolani, en disant que Tolani était le meilleur que je puisse jamais avoir. Tina est toujours heureuse en ménage avec son mari, et ils ont déjà 2 beaux enfants. Elle le dit à sa mère, qui ne comprenait pas pourquoi elle se sentait encore mal à l'aise. Sheta rassura une fois de plus sa mère, en lui disant que tout irait bien, et sa mère soupira profondément et ne dit rien. Peut-être que ses craintes étaient vraiment injustifiées. Elle s'assit et regarda le jour du mariage s'achever. Rien d'étrange ne se produisit, et la mère de Sheta se força à croire que tout irait bien. Le jour du mariage est enfin arrivé, et la cérémonie s'est déroulée à merveille. Aucun détail n'était négligé. La salle scintillait comme dans un film. Des célébrités de premier plan ont foulé le tapis rouge et des influenceurs ont publié des photos qualifiant le mariage de Sheta de mariage de la décennie. Tous les principaux blogs et magazines de mariage du pays ont présenté le mariage sur leur page de couverture. Les réseaux sociaux ont été en effervescence pendant des jours avec des photos de Sheta et de son marié dans leur tenue de luxe. Sheta rayonnait aux côtés de son mari Hugo, tandis que le monde regardait avec admiration. Maman Sheta n'a pas pu s'empêcher de sourire en voyant que sa petite fille avait enfin eu le mariage de ses rêves. Elle se tenait à côté du couple, les mains levées en prière silencieuse, espérant que ses peurs n'étaient que ses pensées qui lui jouaient des tours. Les mois passèrent et rien ne semblait s'être produit. Sheta vivait heureuse avec son mari Hugo. Elle n'était pas encore enceinte, mais ce n'était pas un problème, car Sheta voulait délibérément commencer à essayer après 1 an de mariage. Elle pensait qu'elle avait besoin de temps pour créer un lien solide avec son mari avant de l'accepter. Alors, elle a repoussé sa grossesse jusqu'à 1 an plus tard. Sa mère était maintenant à l'aise, observant à quel point sa fille Sheta est profondément attachée à son mari. Le rire, la chaleur, la paix, tout cela la rassurait sur le fait que tout allait bien. Maman Sheta ne comprenait pas pourquoi elle était si troublée au départ. Elle a balayé ses craintes, choisissant de croire qu'il s'agissait simplement des angoisses naturelles d'une mère qui donne son enfant en mariage. Les mois passèrent, et tout semblait bien se passer, jusqu'à ce qu'un événement étrange se produise. La collègue de Sheta, Tina, a été retrouvée morte avec son mari à leur domicile. Ils étaient morts dans leur sommeil, paisiblement, sans aucun signe de lutte, sans problème de santé, rien d'anormal. La nouvelle est tombée le lendemain matin et Sheta l'a apprise à la radio en préparant le petit déjeuner. Au début, elle a cru avoir mal compris. Mais lorsque son téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt, elle a compris que c'était vrai. Tina et son mari étaient morts. Elle laissa tomber sa tasse de thé, la céramique se brisant sur le sol de la cuisine, tandis que son cœur commençait à battre de façon incontrôlable. Sheta se souvint à cet instant que Tina était sur le point de célébrer son 10e anniversaire avec son mari. Ils en avaient parlé à plusieurs reprises au bureau, et Sheta était tellement sûre que ce serait pour bientôt. Elle s'est précipitée sur le profil de Tina pour vérifier la date et s'est rendue compte qu'aujourd'hui était son anniversaire. Tina s'était mariée
il y a exactement 10 ans. Et maintenant, elle était morte avec son mari. Sheta ne put s'empêcher de trembler. Elle prit son téléphone et appela sa mère, qui se précipita chez elle pour la rencontrer. « Ce ne peut pas être une coïncidence », dit-elle à sa mère, qui commença à souhaiter silencieusement qu'elle fasse plus d'efforts pour que Sheta annule les services de Tolani. « J'aurais aimé que tu m'écoutes », dit-elle à sa fille Sheta, qui ne pouvait s'empêcher de penser que Tolani avait quelque chose à voir avec la mort de Tina. Elle a sorti son téléphone et a commencé à rechercher tous les mariages que Tolani avait planifiés dans le passé. Plusieurs d'entre eux étaient encore en vie et heureux, mais Sheta en a rencontré quelques-uns qui étaient également morts mystérieusement. L'un des couples se serait noyé lors de leurs vacances aux Maldives pour célébrer leur 10e anniversaire de mariage. L'autre est mort dans un mystérieux incendie de maison la nuit même de leur 10e anniversaire. Mari et femme étant tous deux coincés à l'intérieur, tandis que tout partait en flammes. Les mains de Sheta tremblaient tandis qu'elle parcourait les articles, ses yeux remplis de larmes, tandis que son esprit s'emballait. Chaque couple qu'elle a rencontré avait une chose en commun. Ils étaient décédés le jour de leur 10e anniversaire de mariage. Un frisson glacial parcourut la colonne vertébrale de Sheta. Elle se tourna vers sa mère, qui était maintenant à genoux en train de prier, la voix tremblante tandis qu'elle marmonnait le psaume 91 dans sa barbe. « Maman, » dit Sheta d'une voix basse et tremblante, « et si c'était vrai? Et si Tolani n'était pas qu'une planificatrice ?» Sa mère ouvrit lentement les yeux et commença à parler. « Tolani vous a tous fait quelque chose. Elle n'a pas seulement pris votre argent, Sheta. Elle vous a pris quelque chose, à vous et à tous les couples dont elle a organisé le mariage. Et si nous n'agissons pas vite, quelque chose de mal pourrait arriver. » Sheta ne put s'empêcher de trembler. Obsédée par la recherche de la vérité, elle commença à penser qu'elle exagérait. « Ne pensez-vous pas que cela pourrait être une coïncidence ?» dit-il à Sheta un soir, lorsqu'il rentra chez lui et la trouva assise derrière son ordinateur portable, absorbée par des articles de presse, des billets de blog et des forums en ligne, vérifiant les noms et les dates de chaque couple pour lequel Tolani avait planifié un mariage. Sheta leva les yeux vers Hugo, les yeux enfoncés d'inquiétude. « Coïncidence ?» répéta-t-elle, la voix crispée par la frustration. « Hugo, j'ai trouvé 6 couples, 6, tous morts exactement à la même date, leur 10e anniversaire de mariage. Pas de maladie, pas d'avertissement. Ils sont morts comme ça, Hugo, disparus. » Hugo soupira et s'avança vers elle. « Chérie, je comprends, tu as peur. La mort de Tina a bouleversé tout le monde. Mais peut-être que tu exagères et que tu enchaînes les choses, parce que tu as tellement peur que la même chose nous arrive. » Les yeux de Sheta s'embuèrent lorsqu'elle ferma son ordinateur portable. Elle prit son contrat de mariage et le montra à son mari Hugo. « Tu dois lire ça, » dit-elle en le lui tendant. Hugo prit le papier et le parcourut. « Je l'ai déjà lu, ma belle. J'étais là quand tu l'as signé. »« Non, » dit Sheta, la voix tremblante. « Regardez sous les conditions d'annulation. Regardez les petits caractères, une encre grise pâle qu'aucun d'eux n'a pris la peine de lire. En acceptant cet accord, vous et votre conjoint avez la garantie de vivre 10 ans de bonheur conjugal. À l'issue de ces 10 ans, le solde sera intégralement recouvré. Aucun recours n'est possible. » Les mains d'Hugo tombèrent sur ses genoux, tandis qu'il écarquillait les yeux sous le choc. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il à Sheta, qui se tenait là, perplexe, tandis qu'il se regardait avec incrédulité. « Nous devons signaler cela à la police, » dit Hugo à sa femme Sheta, qui hocha la tête en signe d'accord. Ils sont arrivés au poste de police et ont rencontré un officier qui leur a informé qu'ils n'étaient pas les premiers à avoir exprimé des soupçons à l'égard du wedding planner. Cependant, il n'y avait aucune preuve concrète sur laquelle la police pouvait travailler. La dernière fois qu'ils ont visité son bureau, ils n'ont rien trouvé de suspect. Seulement son représentant, M. Kola, qui leur a permis de lui parler au téléphone. Sheta et son mari Hugo ont tenté de convaincre la police que leur vie était en danger. Ils lui ont montré le contrat de mariage qui stipulait qu'ils avaient la garantie de 10 ans de bonheur conjugal et qu'après ces 10 ans, le solde devait être remboursé en totalité. L'officier examina le contrat avec perplexité, essayant d'en comprendre le sens. « Payez-leur simplement leur solde et tout ira bien », dit-il à Sheta et à son mari, qui l'informa que Tolani était un être maléfique. « Ce n'est pas une question d'argent, monsieur l'agent. Équilibre ne signifie pas argent. Cela signifie nos vies. Tous les couples dont elle a organisé le mariage, chacun d'entre eux, sont décédés exactement 10 ans après leur mariage.
L'agent s'est moqué. Madame, savez-vous combien de contrats étranges les gens signent chaque jour? Si personne n'enfreint la loi au vu et au su de tous, je ne peux pas porter plainte. Hugo serra les poings et hurla de colère à l'officier. Alors on attend de mourir? Demanda-t-il à l'officier qui soupira et se laissa aller contre le dossier de sa chaise. Si tu veux mon avis honnête, je te dirais d'aller à l'église ou même à un babalawo. Parce que ce dont tu parles ressemble à de la juju. Et la juju ne fait pas l'objet d'une enquête policière. Il leur a dit alors qu'il quittait le poste de police déçu. Quelques heures plus tard, ils sont arrivés chez eux, et Sheta s'est senti très mal en sachant que la police n'était pas disposée à les aider malgré leurs plaintes. Elle prit son ordinateur portable et commença à parcourir les articles, à la recherche de tout ce qui pourrait être utile pour découvrir qui était vraiment Tolani. Et après des heures de recherche, elle a trouvé un article enfoui sous d'innombrables pages de résultats de recherche. Il s'agissait d'un article écrit par une femme qui tentait d'alerter le public au sujet de Tolani. « Éloignez-vous de cette organisatrice de mariage maléfique », écrivait-elle dans l'article, évoquant la décennie écoulée depuis sa mort et le fait que la décision de Tolani de ne pas se montrer était délibérée pour atteindre son objectif maléfique. Les réponses sous la publication l'ont critiquée pour avoir répandu des mensonges sur leur organisatrice de mariage préférée, Tolani. Un commentaire s'est toutefois démarqué des autres. Une réponse anonyme, publiée 3 ans après la diffusion virale de l'article. On pouvait y lire « Si Tolani a déjà organisé votre mariage, brûlez tous les objets qu'elle vous a offerts. Ne brûlez pas seulement les objets. Brûlez les souvenirs. Elle marque les couples par les cadeaux qu'elle leur offre, surtout le voile de mariée et la cravate du marié. Si vous voulez savoir qui est Tolani, allez voir la seule vieille maison de Baker Street. Vous ne la manquerez pas. » Sheta, à ce moment-là, se souvint comment M. Kola avait insisté sur le fait que sa patronne Tolani avait décidé d'offrir au couple le voile et la cravate de leurs rêves, en guise de remerciement pour avoir utilisé ses services. Cela ne semblait pas être un gros problème pour Sheta, qui accepta sans réfléchir à 2 fois. Maintenant, son cœur se serra en réalisant que les cadeaux étaient maléfiques. Sheta courut dans la chambre et ouvrit brusquement la porte de son armoire. À l'intérieur, toujours soigneusement conservé dans une boîte blanche, se trouvait son voile de mariée. Doux, soyeux et encore légèrement parfumé à la lavande. La cravate de mariage de son mari, accrochée au crochet à côté, tandis que Sheta arrachait la cravate et le voile en panique. Ils ne les avaient plus jamais utilisés depuis le jour de leur mariage, mais aucun d'eux n'avait eu le cœur de jeter ces objets. Les mains de Sheta tremblaient lorsqu'elle souleva le voile. Là, sur le côté du tissu, se trouvait un minuscule symbole brodé, presque invisible. C'était comme un filigrane effacé, avec un cercle et un sablier à l'intérieur. Sheta se précipita à l'arrière de la maison et alluma un feu dans un tonneau en métal. Elle jeta d'abord le voile et regarda le feu l'engloutir sous ses yeux. Elle jeta ensuite la cravate dans le feu et vit les flammes rugir puis s'éteindre aussitôt. Sheta ressentit un sentiment de calme. Elle n'était pas sûre que cela fonctionne, mais une chose était sûre, les objets maléfiques n'étaient plus en leur possession. Alors qu'elle entrait dans la maison, son téléphone sonna, et Sheta réalisa qu'il s'agissait d'un numéro inconnu. Elle hésita un instant et décrocha, impatiente de savoir de qui il s'agissait. « Bonjour » dit-elle, mais tout le monde resta silencieux pendant quelques secondes, suivi d'un murmure qui lui fit froid dans le dos. 10 ans, c'était le prix. Le contrat est irrévocable. Le feu ne peut pas te sauver. Le marché a été scellé dès l'instant où tu l'as porté. Le compte à rebours a déjà commencé, dit la voix en riant méchamment et en raccrochant. Sheta tenait fermement son téléphone et s'effondra au sol, son cœur battant la chamade alors qu'elle essayait de joindre son mari au téléphone. L'appel a sonné, sonné et sonné, mais son mari, Hugo, n'a pas décroché. Sheta, il fallait maintenant aller à la racine de tout. Alors elle a pris ses clés de voiture et s'est précipitée hors de la maison vers Baker Street. Elle a descendu Baker Street et est arrivée à la vieille maison qui était décrite dans les commentaires du post qu'elle avait lu plus tôt. Sheta était assise dans sa voiture et observait la maison, se demandant si elle devait aller frapper à la porte ou non. Alors qu'elle était assise là, elle vit quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Son mari Hugo est sorti de la maison et Sheta n'arrivait pas à comprendre. Ses mains agrippaient le volant, son cœur battant la chamade.
Incrédule, elle regarda son mari Hugo quitter la vieille maison de Baker Street. L'adresse même où le commentaire anonyme avait révélé qu'elle pouvait découvrir qui était vraiment Tolani. L'esprit de Sheta était rempli de questions. Que faisait Hugo ici? Savait-il pour Tolani? Est-ce qu'il faisait partie de ça? Sheta prit une grande inspiration et sortit de la voiture. Elle ne pouvait plus faire demi-tour, pas après ce qu'elle venait de voir. Alors, elle s'est approchée de la porte de la maison et a commencé à frapper. Mais personne n'a répondu à la porte. Elle frappa à nouveau, mais cette fois plus fort, et la porte finit par s'ouvrir en grinçant. Sheta entra dans la vieille maison et rencontra une femme qui se tenait derrière la porte en souriant. « Tu es là », dit l'étrange femme, en faisant signe à Sheta de la suivre. Sheta hésita un instant en voyant son téléphone portable sonner à répétition. C'était son mari, et Sheta ne pouvait pas répondre avant de comprendre ce qui se passait. « Êtes-vous Tolani ?» demanda-t-elle à la femme, qui lui répondit qu'il y avait beaucoup à dire. La femme la conduisit dans une pièce et lui fit signe de s'asseoir. Elle s'assit en face d'elle et commença à parler. « Tolani n'est pas celle que vous pensez, » dit la femme d'une voix basse et ferme. « C'est ma sœur jumelle, et une fois que vous m'avez vue, vous l'avez vue, parce que nous sommes tellement identiques. Son vrai nom est Deborah, et elle n'a pas toujours été comme ça. Ma sœur Deborah est une fille très calme et amicale, à qui la vie a porté un coup fatal. Tout s'est passé il y a 15 ans, lorsque nous avions tous les deux 20 ans. Deborah rêvait de devenir une organisatrice de mariage renommée. Elle a fait tout son possible pour se faire un nom, mais son projet a été interrompu lorsque l'impensable s'est produit. Deborah a été embauchée pour planifier un mariage pour un groupe d'amis qui devaient se marier à la même date. C'était un contrat énorme, et Deborah était ravie de planifier leur mariage. Un jour, elle reçut un appel concernant une réunion urgente avec les couples. Deborah abandonna tout et se précipita à la réunion. Elle est arrivée sur les lieux et a rencontré les dames qui lui ont offert un verre. Deborah prit la boisson et tomba au sol, inconsciente. Elle s'est réveillée quelques heures plus tard et a entendu des machines biper continuellement autour d'elle. Elle n'avait plus d'yeux et son visage était gravement défiguré. Les médecins lui ont révélé qu'elle avait eu beaucoup de chance d'être en vie. Mais Deborah ne se sentait pas chanceuse. Elle se sentait maudite, brisée, trahie par ceux-là même qu'elle avait tant cherché à satisfaire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ses clients étaient des ritualistes qui l'avaient utilisée dans un sacrifice sanglant pour s'enrichir. Tout ce dont elle se souvenait avant de s'évanouir, c'était que lorsqu'ils seraient enfin riches, ils embaucheraient le meilleur organisateur de mariage que le pays ait jamais vu. Deborah fit tout son possible pour les retrouver, mais ils restèrent introuvables. Tous les noms qu'on lui avait donnés étaient faux, et Deborah n'avait aucun moyen de les retrouver. Donc décidée de devenir la meilleure organisatrice de mariage que le pays ait jamais connue, afin de se venger d'eux à sa manière. Alors, Deborah s'est cachée pendant 2 ans. Personne n'avait de ses nouvelles. Personne ne savait où elle était. Et pendant ce temps, elle vivait comme un fantôme dans une maison familiale abandonnée à la périphérie d'Ibadan, un endroit si caché qu'il n'apparaissait même pas sur les cartes. Là, brisée et aveugle, elle fit un vœu. Deborah s'offrit sa douleur, sa rage, son âme, en échange du pouvoir. Elle a conclu une alliance avec des forces qui ne sont pas de ce monde. Et l'affaire était simple. Qu'elle devienne la meilleure organisatrice de mariage de tout le pays, dont les clients finiraient par mourir le jour de leur 10e anniversaire. À partir de ce moment, Deborah a cessé d'exister et Tolani est née. Ma sœur savait que tant de vies seraient ruinées par cela, mais elle s'en fichait. Du moment qu'elle parvenait un jour à attraper ses coupables. Elle était désormais la meilleure organisatrice de mariage du pays et savait que les coupables viendraient la chercher pour planifier leur mariage de rêve. Aux innocents qui se sont laissés prendre dans son réseau de vengeance, elle a offert 10 ans pour profiter du bonheur conjugal, après quoi sa vengeance prendrait pleinement effet. Son contrat stipulait tout en petits caractères, mais beaucoup n'ont même pas pris la peine de le lire avant de le signer. Ils étaient tellement curieux de voir leur mariage organisé par les meilleurs. Sheta resta figée, ses doigts s'enfonçant dans l'accoudoir de la chaise, tandis que la femme poursuivait sa révélation effrayante. « J'ai essayé de l'arrêter, » dit-elle doucement. « Je l'ai supplié de pardonner. Mais Deborah s'était déjà livrée. Ce qu'elle a perdu ce jour-là, ce ne sont pas seulement ses yeux et son visage, c'est son âme.
Et une fois l'alliance scellée, elle est devenue quelqu'un de complètement différent. La gorge de Sheta était sèche. « Pourquoi ce voile et cette cravate ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'incrédulité, et la femme lui adressa un sourire amer. C'est comme ça qu'elle les marque. Chaque marié et chaque mariée en reçoivent un. Sa signature de mort. Le voile et la cravate sont plus que des cadeaux. Ce sont des gages de l'accord. Une fois porté, le compte à rebours commence. Rien ne peut l'arrêter. Sauf une chose. Les yeux de Sheta s'écarquillèrent lorsqu'elle demanda ce que cela pouvait être, et la femme l'informa qu'il devait trouver les personnes responsables de la situation difficile de sa sœur. Ils doivent venir demander pardon, sinon la malédiction ne s'arrêtera pas. Sheta était assise là, confuse. Elle ne savait pas qui étaient ces gens, ni où les trouver. Tout ce que la femme lui a dit, c'est que l'un des coupables avait un tatouage unique sur le bras. Un tatouage avec le numéro 1159. Les yeux de Sheta s'écarquillèrent sous le choc. « Tu as dit 11h59 ?» demanda-t-elle, le cœur serré. « Est-ce possible ?» pensa-t-elle en remerciant la femme et en rentrant chez elle, promettant de retrouver les coupables. Sheta est rentrée chez elle secouée, incapable de respirer. Elle entra dans sa maison, ses jambes tremblant sous elle, tandis qu'elle s'accrochait au bord du cadre de la porte pour se stabiliser. 11h59. Le numéro n'était pas seulement familier, il était tatoué sur le bras d'Hugo. Rien n'avait de sens pour elle, alors qu'elle essayait de toutes ses forces de ne pas croire que son mari était responsable de tout ce qui était arrivé à Tolani. Alors qu'elle était assise là, Hugo entra dans la maison pour la rencontrer. « Où étais-tu ?»« Je t'appelle depuis une éternité, » dit-il en s'approchant de Sheta, dont les yeux étaient rouges à force de pleurer. « Comment as-tu pu ?» demanda Sheta à Hugo, qui essayait de comprendre de quoi elle parlait. « Tu as ruiné sa vie, et maintenant beaucoup de gens sont morts à cause de tes mauvaises actions, dit-elle à Hugo, à qui elle raconta tout ce que la sœur de Tolani lui avait révélé. Hugo était assis là, secoué, tandis qu'il fixait le tatouage sur son poignet, incapable de dire un mot. Après un long silence, Hugo parla enfin. « Sheta, je n'ai rien fait, je te le jure. » Sheta cligna des yeux, perplexe. « Alors, explique-moi le tatouage, explique-moi tout, Hugo. » Hugo se pencha en avant, la voix calme mais tendue. « Il y a bien des années, quand j'étais encore à l'université, j'avais un ami nommé Gbemi. Il était sauvage, aventureux, il m'entraînait toujours dans des aventures folles. Un jour, il m'a mis au défi de me faire un tatouage. Il m'a dit que cela symbolisait la vie à fond, que le nombre 1159 signifiait qu'il fallait vivre comme s'il ne nous restait qu'une minute. » Sheta le regarda fixement, silencieux tandis qu'il continuait. « J'étais jeune, bête et je cherchais à impressionner. Alors j'ai accepté et on s'est fait tatouer tous les deux. Mais tout a changé quelques années plus tard. Gbemi est venu me voir avec une offre. Il m'a dit qu'il y avait un moyen de devenir riche grâce à ce qu'il appelait l'élévation spirituelle. Des rituels, Sheta. Du prix du sang. Il avait déjà rencontré des gens qui pourraient l'aider. Il m'a dit qu'il prévoyait un gros sacrifice. » Le visage d'Hugo se tordit de dégoût. J'ai dit non et je suis partie, et nous ne nous sommes plus jamais parlé. Ce fut la fin de notre amitié. J'ai enterré ce chapitre de ma vie et je suis passée à autre chose. Mais je n'ai jamais pu faire enlever le tatouage. De toute façon, je pensais que ça n'avait aucune importance. Sheta avait le souffle coupé. Ses mains tremblaient tandis qu'elle demandait ce qu'Hugo faisait dans la maison abandonnée de Baker Street. Je suis allée là-bas pour déposer un sac à main ramassé au bord de la route. Il contenait une carte d'identité avec l'adresse. J'ai donc appelé le propriétaire et me suis précipitée pour le lui rendre, a-t-il dit à Sheta, stupéfaite de constater que tous ses doutes concernant son mari étaient infondés. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle s'effondrait sur une chaise, soulagée que son mari soit innocent. Cependant, il devait trouver Gbemi, et Hugo avait une vague idée de l'endroit où il pouvait être. Ils arrivèrent chez lui et Gbemi fut ravi de les voir. Il les a accueillis chez lui et Sheta l'a confronté pour ce qu'il avait fait à Deborah. Gbemi était marié depuis presque 7 ans et il lui restait encore quelques années à vivre. Comme prévu, Tolani a planifié son mariage, ainsi que celui de ses autres amis qui sont tous décédés mystérieusement le jour de leur 10e anniversaire. Gbemi fut la dernière à se marier et la seule en vie. Lorsque tous ses amis ont commencé à mourir, Gbemi était tellement terrifié mais ne savait pas quoi faire. Il avait vécu sa vie sans savoir que Tolani était toujours en vie et qu'il était le seul responsable de tout ce qui s'était passé.
Sheta l'informa à ce moment-là qu'il lui restait quelques années à vivre s'il ne parvenait pas à arranger les choses avec Tolani. Tant de gens sont morts, tout cela à cause de vos mauvaises actions, et beaucoup d'autres doivent encore mourir, y compris mon mari et moi-même, si vous ne parvenez pas à arranger les choses avec elle. Gbemi se sentit terriblement mal d'entendre cela. Il accepta de rencontrer Tolani, et Sheta l'emmena à la vieille maison de Baker Street. Gbemi était tellement terrifié. Il ne savait pas comment affronter Tolani, après tout ce qu'il lui avait fait. La sœur de Tolani les fit entrer dans la pièce où se trouvait sa sœur, et Tolani ne pouvait pas croire ce qu'elle ressentait. Même sans le don de la vue, elle pouvait sentir sa présence. Le poids de sa trahison pesant dans l'air comme un épais brouillard. Elle se leva lentement du coin de la pièce, son visage défiguré, dissimulé sous plusieurs couches de voile de soie. « Je ne savais pas que tu étais en vie. Deborah, je pensais que tu étais morte ce jour-là. J'étais idiote. J'étais cupide. On t'a utilisé. On t'a menti. On t'a blessé. Et tout ça pourquoi? Une richesse temporaire. Regardez ce que ça a coûté. Mes amis sont tous partis, et moi, je n'ai pas dormi paisiblement depuis des années. Je n'aurais jamais cru que tu reviendrais, Deborah, et je n'aurais jamais cru que tu irais aussi loin pour te venger. » La voix de Tolani se brisa, révélant la douleur sous-jacente à sa vengeance. « Tu m'as créé ainsi, Gbemi. Toi et tes amis avez mis fin à ma vie avant même qu'elle ne commence. Je suis morte ce jour-là, et quelque chose d'autre a pris ma place. » Gbemi rampa lentement vers l'avant et posa sa tête à ses pieds. « S'il vous plaît, pardonnez-moi, dit-il. S'il vous plaît, prenez ma vie si vous le devez, mais épargnez les innocents qui n'y sont pour rien. Personne d'autre n'a à mourir, car tu m'as enfin trouvé, » dit-il à Tolani, qui resta immobile un long moment. La salle entière devint silencieuse, tandis que tout le monde anticipait ce qu'elle allait faire ensuite. Au bout d'un moment, Tolani tendit la main et leva la malédiction, à la surprise de tous ceux présents. Elle avait passé toutes ces années consumée par l'amertume, détruisant la vie d'innombrables personnes innocentes qui avaient placé leur confiance en elle. Tolani n'était pas différente de Gbemi. Elle avait commis des actes pires dans sa quête de vengeance et savait qu'elle devait arrêter. Elle a levé la malédiction à cet instant, libérant ainsi chaque couple marqué. Un lourd silence s'installa dans la pièce, personne n'ayant anticipé ce qu'elle faisait. Gbemi n'en croyait pas ses yeux. Il la remercia à plusieurs reprises, promettant de faire tout ce qui était en son pouvoir pour se racheter. Sheta et son mari Hugo étaient si soulagés de savoir que la malédiction avait été levée. Sa sœur s'est précipitée pour la serrer dans ses bras, et pour la première fois depuis des années, Tolani lui a parlé avec autant de gentillesse. Elle lui chuchota quelque chose, la remerciant de ne jamais l'avoir abandonnée. Des larmes coulaient sur le visage de sa sœur, tandis qu'elle serrait Tolani fort dans ses bras. « Je voulais juste récupérer ma sœur, » dit-elle doucement en la serrant dans ses bras. L'amertume avait complètement disparu, et Sheta était très reconnaissante de la tournure que prenaient les choses. Elle a appris sa dure leçon. Ne jamais ignorer les avertissements de sa mère. La leçon à tirer de son histoire est qu'il ne faut jamais ignorer son instinct, ni les avertissements de ceux qui se soucient vraiment de nous. Être aveuglé par le prestige et les apparences peut avoir des conséquences dangereuses, surtout si l'on ne regarde pas plus loin. S'accrocher à la douleur et chercher vengeance ne mène qu'à plus de destruction, transformant les victimes en méchants. L'histoire nous rappelle également l'importance de lire chaque détail avant de prendre des décisions qui changent la vie. Finalement, la véritable guérison commence lorsque nous affrontons la vérité et avons le courage de dénoncer le mal, aussi profondément caché soit-il. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.